Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été marquée par la réunion très attendue de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi? Parce que au cours de cette réunion ont été communiquées les nouvelles projections de la Fed en termes d'inflation, en termes de croissance, en termes de chômage. Et c'était des projections très attendues par rapport aux dernières projections qui remontaient au mois de septembre, parce que entre ces deux réunions, entre ces deux projections plutôt, eh bien, ces deux réunions, donc septembre et décembre, beaucoup de choses se sont passées, l'élection américaine, mais également de nombreuses stats macroéconomiques américaines qui ont montré une vraie résilience de l'économie, mais également des chiffres. Donc, on a beaucoup parlé des chiffres d'inflation qui ont fait peu de progrès, voire même qui sont un peu redressés ces derniers mois. Et donc, la Fed a compilé tout ça, a sorti de nouvelles projections. Et comme on s'y attendait, les nouvelles projections ont marqué un changement. Des nouvelles projections un peu moins favorables en termes d'anticipation de trajectoire d'inflation. Grosso modo, la Fed a rehaussé par rapport aux prévisions de septembre ses anticipations d'inflation, notamment pour 2025 et 2026. Ces prévisions d'anticipation à la fois globale, c'est-à-dire l'inflation PCE, et inflation corps PCE, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente hors alimentation, hors énergie. Et donc, cela a débouché sur quoi? Ça a débouché sur une nouvelle projection en termes de taux anticipés par les membres de la Fed, ce qu'on appelle le nuage de points, le dot plot en anglais. Et donc, ces nuages de points ont montré quoi? Eh bien que pour l'année prochaine, désormais, il y a 50 points de base de moins de baisse de taux attendue, alors qu'initialement en septembre, pour l'année 2025, ces mêmes membres de la Fed pensaient qu'il y aurait 100 points de base de baisse de taux. Donc 50 points de base de moins de baisse de taux anticipée, c'est évidemment la conséquence du recalibrage finalement des anticipations par rapport à ce qu'on a vu sur les chiffres d'inflation ces derniers mois et par rapport à ce qu'on a vu de la résilience de l'économie américaine. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'également pour l'année prochaine, la Fed a un petit peu amélioré ses anticipations par rapport au chômage, donc un petit peu moins fort, en tout cas un petit peu plus bas en termes de taux de chômage que ce que l'on anticipait encore en septembre. Et idem pour la croissance l'année prochaine, le prévisions de croissance ont été un petit peu rehaussées par rapport à ce qui était un petit peu au mois de septembre. Alors on peut dire, c'est très bien, ça, c'est toujours le tableau de l'image d'une économie américaine très solide. C'est effectivement le cas, mais comme elle est résiliente, en tout cas elle est très résiliente même jusqu'à présent, eh bien la Fed considère qu'il y a un peu moins de place pour l'année prochaine et celle d'après pour les baisses de taux. Et ça, on a vu les réactions de marché dans la foulée qui ont été plutôt défensives. On avait déjà sur les marchés obligataires des réactions qui étaient apparues en amont de cette réunion de la Fed. On se souvient qu'on a bien vu le taux de 10 ans américain reprendre en l'espace de quelques jours, en l'espace d'une semaine, 30 points de base les 4-5 jours qui ont précédé la réunion de la Fed. Et après la réunion de la Fed, ça continue à grimper. Par exemple, on a touché cette semaine 4,6% pour le taux de 10 ans américain. C'était donc il y a quelques heures. 4,6%, c'est le niveau le plus élevé pour le taux de 10 ans américain depuis la fin du mois de mai. Et je rappelle qu'il y a plus d'une dizaine de jours, on était aux alentours de 4,15%. Donc, grosse remontée des taux aux États-Unis, des taux longs notamment, avec le 10 ans américain. Et donc, forcément, qui dit renversement des taux aussi aux États-Unis, bien, peut dire des coûts d'emprunt immobilier qui vont se durcir à nouveau et des coûts de crédit pour la consommation qui vont durcir à nouveau. Et c'est ça, très probablement, qui a été moins bien digéré par le marché. On a eu ce qu'on appelle une baisse de taux hawkish dans le jargon. Hawkish dans le sens faucon. C'est-à-dire qu'on baisse les taux, la Fed a bien procédé à une baisse de taux. Donc on pourrait dire, c'est parfait, il y a une nouvelle baisse. Oui, ça c'était attendu par le marché. Mais en revanche, le communiqué qui a suivi et la conférence de presse de Jérôme Powell, et notamment les nouvelles projections qui ont été communiquées, elle était beaucoup moins conciliante par rapport à l'inflation que ce qu'on pouvait avoir au mois de septembre. Donc ça a généré un sell-off sur les marchés, une phase de baisse assez prononcée, avec une volatilité qui est passée d'une zone de 14-15 à plus de 28 le soir de la réunion de la Fed, sur la base de ces nouvelles anticipations, donc, où effectivement, ils étaient moins favorables à de nombreuses baisses de taux. Et on a eu aussi des propos de Jérôme Powell, un propos relativement marquant, quand Jérôme Powell explique notamment que la décision était relativement serrée. Il dit que c'était closer call. Closer call, c'est que ça a été débattu, en fait, s'il fallait ou pas baisser les taux lors de cette réunion. Donc, il y a eu baisse de taux, mais ce n'était pas gagné, en tout cas, ça a donné lieu à des débats. Et Jean-Paul qui ajoute que le rythme plus lent des baisses de taux reflète les anticipations d'une inflation plus élevée. Donc on voit que le ton a changé. Et puis également, quand il explique que nous sommes significativement plus proches du taux neutre, ça veut dire que le chemin à parcourir pour arriver au taux neutre est un peu moins important que ce qui était peut-être anticipé il y a encore quelques mois de cela. Donc toutes ces déclarations comme ça de Jérôme Powell, et c'est pas tout, il y a eu aussi des phrases importantes par rapport à l'anticipation du programme politique américain. On se souvient qu'à la dernière réunion, Jérôme Powell expliquait que, grosso modo, jusqu'à la prise en fonction de Trump, la prise de fonction de Trump, et puis les premières annonces
politique de Donald Trump, grosso modo que la politique monétaire allait rester sur une cadence normale, en gros, pas d'anticipation trop tôt des politiques futures américaines. Et là, ça a changé. Cette semaine, Jérôme Powell a fait comprendre que certains membres de la Fed avaient intégré ont pris en fait des décisions très préliminaires et incorporé les effets conditionnels des futures politiques de leurs projections. Et donc, ça, c'est important aussi. Ça veut dire que par rapport au passé de Donald Trump, par rapport à ce qu'il a déjà montré dans son mandat précédent, eh bien, certains membres de la Fed considèrent qu'il faut quand même en tenir compte, même s'il n'y a pas encore de mesures définitives annoncées, mais certains membres de la Fed ont tenu compte également de leur nouvelle projection. Et donc, tout ceci a donné lieu donc, à une phase de hausse de la volatilité, une grosse phase de hausse de la volatilité, alors qui s'était un petit peu maintenue hier encore, jeudi, là au moment où on enregistre ce podcast, donc il est 18h, nous sommes vendredi. Alors, on voit cette fin de semaine que les marchés ont un peu rebondi. Ça, c'est lié, même pas mal rebondi côté US, et ça, c'est attribuable, et c'est assez surprenant quand on le voit. C'est attribuable à une déclaration d'un membre de la Fed qui est connu pour être très très colombe, c'est-à-dire extrêmement accommodant habituellement. Et ce membre de la Fed, de manière très surprenante, et c'est ça qui donne lieu quand même à des grosses interrogations, pourquoi il a parlé comme ça en cette fin de semaine, qui explique notamment que les taux neutres de la Fed, donc le taux neutre, on rappelle ce que c'est. Le taux neutre, c'est le taux parfait, c'est le taux qui soutient l'activité économique, mais qui empêche l'inflation de se développer. Donc, il n'est ni un frein, ni un trop gros booster pour l'activité économique, et qui est compatible avec une inflation à 2%. Et donc, ce que dit ce membre de la Fed s'appelle Austin Goolsbee, qui est connu pour avoir des positions souvent très accommodantes, beaucoup plus souples que ses autres collègues de la Fed. Eh bien, il explique qu'il y a encore une marge significative pour arriver au taux neutre, alors que Jérôme Powell, mercredi soir, disait que nous sommes significativement plus proches du taux neutre. Et donc là, on se pose quand même des questions sur cette nature de déclaration, parce qu'elle est presque, je vais pas dire frontalement opposée à celle de Powell, mais on sent quand même que toutes ces déclarations de Goolsbee cet après-midi, qui interrogent finalement sur cette capacité à dire un peu ce qu'on pense au niveau de la Fed. Tant mieux, chaque membre de la Fed a son avis, mais les réactions violentes de marché qui ont suivi montrent que ça interroge quand même, parce que aussi possible que Jérôme Powell, dans cette conférence de presse, ait voulu pas seulement envoyer un message par rapport à l'inflation, peut-être aussi calmer un petit peu les variations de marché. Souvent, dans ces lives des dernières semaines, on faisait état de ces niveaux de valorisation qui retrouvent des niveaux qu'on a rarement vus dans l'histoire des marchés américains. Et que donc, peut-être que les propos de Jérôme Powell, notamment face à cette économie résiliente et à ces marchés américains extrêmement haussiers ces derniers mois, a aussi peut-être voulu calmer un peu, il fait du pierre deux coups, envoyer un message par rapport à l'inflation et aussi calmer un peu les ardeurs financières sur les marchés américains. Et du coup, ce membre de la Fed, très colombe cet après-midi, a des propos qui ne sont pas en totale opposition à Trump. Il explique que nous aussi, il a voté pour changer un petit peu les anticipations des baisses de taux l'année prochaine. Mais en revanche, la façon dont il présente les choses est quand même beaucoup plus cool, beaucoup moins dur que les a présenté Jérôme Powell mercredi. Et ça interpelle quand même sur le ton qui est donc employé par ce membre de la Fed. Donc, pourquoi il fait ça? Un peu curieux quand même. Et le mouvement qu'on a eu vendredi après-midi, donc là, aux alentours de 16h, un petit peu à 16h, donc quasiment exclusivement attribuable à ces propos du membre de la autre élément cette semaine, on parlait donc des propos de Jérôme Powell par rapport à cette économie résiliente. Ça a été confirmé. On a eu cette semaine les révisions finales du PIB américain pour le troisième trimestre, ressorti à 3,1%, alors que dans les estimations précédentes, la seconde estimation, on était à 2,8%. Donc on voit que c'est toujours très résilient au niveau de la croissance américaine. On a également eu des chiffres cette semaine des inscriptions hebdomadaires au chômage plus faibles qu'attendu, toujours dans la zone des 220 000, donc signe que le marché d'emploi est toujours relativement vigoureux. Et puis, nous avons eu en cette fin de semaine des chiffres d'inflation PCE qui ont été communiqués, corps PCE. On rappelle, l'inflation corps PCE, c'est la mesure principale pour la Fed. À la fois la mesure PCE et la mesure corps PCE sont deux mesures d'inflation, une qui intègre tous les éléments dans les prix et l'autre qui intègre seulement les éléments hors alimentation, hors énergie. Et donc, on a des chiffres publiés qui sont un peu en dessous du consensus. On attendait 2,9 pour l'inflation corps PCE, on a eu 2,8, mais 2,8, rappelons, c'était une nouvelle fois le niveau du mois précédent. Donc, ça aussi, on voit que le marché a tout essayé d'avoir un chiffre légèrement sous du consensus, mais pour autant, on n'a pas encore, et c'est ça qu'on décrivait les mois précédents, on n'a toujours pas de nouveaux progrès sur l'inflation corps PCE depuis plus de 5 mois maintenant aux États-Unis. Donc, là, encore une fois, attention aux réactions épidermiques qu'on a pu voir cet après-midi, parce qu'elles sont liées à des déclarations peut-être très isolées d'un membre de la Fed, et ensuite, elles sont liées à un chiffre d'inflation qui ont sorti un tout petit peu en dessous du consensus, 0,1%, traduisant pour autant, ou plutôt ne traduisant pas,
malgré tout de nouveaux progrès. Quand on prend le chiffre de cette inflation, il ne marque pas de nouveaux progrès par rapport au mois précédent, et sachant qu'on était déjà sur une série d'à peu près 5 mois sans nouveau progrès de l'inflation dans l'objectif. Donc attention à ce rebond cet après-midi, peut-être un peu spéculatif, lié aussi peut-être au calendrier. C'est la journée des 4 sorcières aujourd'hui, donc ces fameuses journées d'échéance d'options notamment et de contrats qu'on a une fois par trimestre. Alors, il y a les 3 sorcières, c'est une fois par mois, et puis les 4 sorcières, c'est une fois par trimestre. Donc, aussi possible que les effets volume aient un peu accentué les effets un peu de squeeze qu'on a eu cet après-midi. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu que ça balaye complètement la teneur des propos de Jérôme Powell et la densité du communiqué de la Fed et les nouvelles projections qui me semblent ont quand même marqué un petit changement assez fort par rapport à ce qui était prévu par la Fed il y a 3 mois de cela. Voilà pour ce chapitre sur la Fed. C'était un des plus gros sujets de la semaine, donc on a passé du temps là-dessus. Autres éléments côté un peu plus politique cette fois-ci, les déclarations de Trump sur son réseau social qui, ça y est, on s'y attendait, mais on attendait quelques précisions par rapport à ça, a visé l'Europe dans ses déclarations, expliquant que si l'Europe n'achetait pas plus de gaz et de pétrole américain dans les mois qui viennent, eh bien, ce serait plein pot sur les, grosso modo, je résume, mais qu'en gros, qu'il y aura une application pleine de taxes contre l'Europe, ce à quoi le chancelier allemand a répondu qu'il y avait déjà 90% des achats de l'Allemagne en termes d'importation de gaz naturel liquéfié qui se faisaient sur du gaz naturel liquéfié américain. Mais malgré tout, voilà, on entre un petit peu dans cette partie à laquelle on s'attendait, c'est pas nouveau, ça va probablement se poursuivre donc encore pendant plusieurs mois, mais également Trump met une pression maximale sur les partenaires commerciaux pour en tirer un maximum d'avantages de ce côté-là. Donc ça aussi, c'est des éléments qui pourraient continuer à chahuter les marchés. On a vu par exemple pour ce matin, cette déclaration de Trump, ça n'a pas plu au marché européen, ça n'a pas plu aux indices européens, notamment le DAX par exemple, parce que ça pense évidemment l'Allemagne, la France aussi, ça pense un petit peu tout le monde. Voilà ce que nous pouvions dire. Qu'on serait capable, on a eu juste un petit point sur la politique française, donc évidemment chacun la suit de son côté. Au niveau des spreads, ça c'est le baromètre, le thermomètre sur les marchés par rapport à la France, on est quand même sur un spread dans cette fin de semaine qui est au-delà de 80 points de base. Donc on rappelle que avant la dissolution, c'était 50 points de base, donc à peu près normal. Post-dissolution, on allait chercher des zones jusqu'à des 90 points de base. On était un petit peu redescendu depuis quelques jours dans la zone des 60 points de base. Et là, oui, qu'on remonte aux alentours de 80 points de base. Donc, une zone toujours de très nette vigilance de la part des marchés par rapport à cette question budgétaire française et cette question politique française. Dernier chiffre, et on s'arrête là-dessus et on va juste donner les éléments pour la semaine prochaine. Des éléments sur la Chine qu'on a eu cette semaine, des chiffres notamment sur les ventes au détail, moins bonnes qu'attendu. Progression de 3%, alors que le marché attendait, le consensus attendait 4,6%. Là aussi, un signe que la Chine va devoir en faire plus pour soutenir sa demande intérieure. Rapidement, en quelques secondes, la semaine prochaine, forcément beaucoup plus light par rapport au fait. Lundi, on aura la confiance des consommateurs, mais mesurée cette fois-ci par le Conference Board. Il y a 2 mesures, celle du Michigan, de l'Université du Michigan, celle du Conference Board. Là, on aura la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board. Mardi, on aura il y a le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque du Japon. On aura également les commandes de biens durables aux États-Unis, ainsi que les ventes de logements neufs toujours outre-Atlantique. Mercredi, pas de statistiques. Jeudi, les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et vendredi, les chiffres d'inflation pour le Japon, notamment à Tokyo, ainsi que quelques données sur la balance commerciale américaine. Très bon week-end à tous, bonne fête à tous. Il n'y aura donc pas de nouveau podcast pour le moment avant la fin de vacances et rendez-vous en janvier. Au revoir.